Stories today. President Donald Trump is using his veto power to undo a bill unanimously passed by the House and the Senate. Yeah, that's right. The Arkansas Valley Conduit. It's a bill to fund a pipeline project to bring clean drinking water to the eastern plains between Pueblo and Lamar. This is something that's been in the process since the 60s. So here's a map of the proposed project. We've told you about it here in recent years. It would bring drinking water to over 50,000 people. Certaines initiatives au Congrès ne retiennent pas l'attention par la manière dont elles se déroulent, mais parce qu'elles taisent sur la structure du pouvoir qui les rend possibles. Le vendredi 5 janvier 2026, la Chambre des représentants a approuvé, sans tambour ni trompette et par une motion de consentement unanime, l'inscription à l'ordre du jour de 2 vétos présidentiels dont le vote est prévu pour la reprise des travaux le 8 janvier. Cette mesure, apparemment technique, concernait des projets bénéficiant d'un soutien bipartite et s'inscrit formellement dans le cadre de l'exercice régulier d'une prérogative législative. Cependant, le fait que cette procédure ait été mise en place sans opposition publique de la part des dirigeants républicains et sans réaction immédiate du président Donald Trump a provoqué un changement subtil mais significatif dans le fonctionnement habituel de la Chambre. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Les 2 vétos en question portent sur des sujets différents, mais partagent un dénominateur politique. Ils vont tous deux à l'encontre des intérêts stratégiques du président. Le premier concerne l'Arkansas Valley Conduit Act, qui prévoyait des travaux d'assainissement pour les communautés du Colorado et a été proposé par la députée Lauren Boebert. Le second concerne un projet d'infrastructure hydraulique sur les terres de la tribu Miccosukee, en Floride. Tous deux ont été rejetés par Donald Trump dans les derniers jours de décembre, avec des justifications formelles centrées sur des allégations de coûts et de compétences fédérales. Cependant, les coulisses législatives indiquent que la motivation réelle serait de nature punitive. Dans le cas de Boebert, pour avoir signé la pétition demandant la libération des dossiers liés à l'affaire Epstein. Dans le cas des Miccosukee, pour avoir critiqué les politiques migratoires et intenté des actions en justice contre des constructions fédérales dans des zones cérémonielles de la tribu. La décision de soumettre les 2 vétos à un vote en vue d'une éventuelle annulation, sans aucune déclaration de la part des dirigeants de la Chambre, y compris le président de la Chambre, Mike Johnson, a été interprétée comme un signe de l'épuisement de la logique d'obéissance totale au président. Même si Johnson maintient une position alignée sur la base trumpiste, sa marge de manœuvre institutionnelle a été progressivement réduite. La concession faite au mouvement qui a rouvert l'examen des vétos peut être interprétée comme un geste défensif face à l'avancée de fronts internes divergents et à la surcharge législative du début de l'année. Le président de la Chambre a choisi de ne pas créer de résistance supplémentaire. Ce choix, bien qu'indirect, modifie l'axe d'influence au sein du groupe républicain. Les parlementaires expérimentés estiment que la marge de manœuvre s'est réduite. Avec un calendrier législatif de seulement 12 jours ouvrables en janvier et 9 projets de budget encore en suspens, la Chambre entre dans une période de compression institutionnelle sans précédent. Parallèlement, le gouvernement fédéral approche d'une nouvelle date butoir pour un arrêt partiel des activités le 30 janvier, ce qui accroît la pression sur les dirigeants qui, jusqu'à présent, ont évité les confrontations directes avec le noyau trumpiste. En permettant l'avancement des mesures rejetées par Trump sans les rejeter en interne, Johnson signale que le coût politique de la loyauté sans réserve est désormais plus élevé que celui de l'accommodation. La convergence de ces facteurs, budget bloqué, crise de gouvernance, vétos sensibles et articulations souterraines, donne forme à ce qui, pour certains observateurs, représente un début informel de dissociation tactique au sein du Parti républicain. Il ne s'agit pas pour l'instant d'une rupture idéologique ou d'un repositionnement programmatique. Ce que l'on constate, c'est le déplacement progressif de l'autorité de Trump, auparavant incontestée, vers une dynamique plus fragmentée où les parlementaires se voient contraints de réagir à la pression locale, au calendrier institutionnel et à la survie électorale,
même si cela signifie aller à l'encontre des orientations venant de Mar-a-Lago. À ce stade, il est essentiel de suivre comment ces décisions apparemment techniques, telles que l'apposition de veto à l'ordre du jour, révèlent le fonctionnement réel du système. Ce qui se dessine n'est pas un conflit ouvert, mais une série de déviations qui accumulent des précédents et redessinent les limites de l'influence. Pour ceux qui suivent de près l'évolution des conflits institutionnels aux États-Unis, il est encore plus pertinent d'observer comment des décisions apparemment routinières peuvent avoir des implications structurelles. La chaîne reste attentive aux mouvements en coulisses et à la transformation des loyautés politiques en temps réel, offrant une analyse continue et contextualisée des événements qui façonnent l'agenda législatif et les tensions entre les pouvoirs. À partir de là, il devient nécessaire d'observer comment les conditions politiques internes et les mécanismes institutionnels s'entremêlent pour façonner des décisions législatives qui, dans d'autres contextes, passeraient inaperçues. La procédure qui a autorisé la réévaluation des vétos présidentiels était formellement simple, mais sa signification dépend de la convergence de facteurs accumulés au cours des derniers mois. La place centrale occupée par Donald Trump dans la stratégie du Parti républicain était soutenue non seulement par sa base électorale, mais aussi par un accord tacite entre les dirigeants législatifs. Aucune décision importante ne pouvait être prise sans son accord direct ou indirect. La décision d'autoriser le traitement des vétos a rompu cette logique. C'est dans ce contexte que la figure du président de la Chambre, Mike Johnson, est désormais analysée non seulement pour ses déclarations publiques, mais aussi pour ses omissions et la manière dont il gère ou ne gère pas les conflits internes. Johnson a pris la présidence de la Chambre sous les attentes fortes de l'aile la plus alignée sur le président, mais depuis lors, il est confronté à des défis de cohésion interne qui transcendent les questions idéologiques. La gestion du calendrier législatif, les impasses budgétaires et l'action croissante des parlementaires modérés qui cherchent à reprendre le devant de la scène ont conduit à une reconfiguration des priorités de la Chambre. Les mouvements autour des vétos présidentiels coïncident avec l'avancement d'autres questions ayant un impact systémique. L'une d'elles est la proposition d'extension des subventions prévues dans l'Affordable Care Act, dont l'examen a été débloqué grâce à une pétition de décharge. Un instrument réglementaire qui permet de porter des projets directement devant l'Assemblée plénière, même sans le soutien de la direction de la Chambre. Cette initiative, menée par les démocrates, a recueilli les signatures de républicains, ce qui montre l'existence d'un groupe disposé à négocier en dehors de la logique d'alignement absolu avec le noyau trumpiste. Ce type de mouvement ne se produit que dans des situations où l'espace de dialogue interne est compromis, ou où la direction a perdu sa capacité à contrôler pleinement l'agenda. À partir de là, ce que l'on observe n'est pas une dispute déclarée, mais le chevauchement des agendas et l'émergence d'alliances pragmatiques. La nécessité d'éviter un nouveau blocage du gouvernement fédéral, prévu pour la fin janvier, contribue à accélérer ce processus. Avec 9 projets de budget en suspens, seulement 12 jours ouvrables prévus pour les votes et le risque de dommages institutionnels importants, les dirigeants des deux camps ont signalé que le calendrier ne pouvait plus être dominé par des impasses de nature politique. Dans ce contexte, même les parlementaires traditionnellement alliés à Trump commencent à évaluer les risques de soutenir des vétos ayant un coût politique local élevé. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la réévaluation des vétos n'a pas suscité de protestation publique de la part du président, ni de réponse virulente de la part de l'aile la plus radicale du parti. Ce silence stratégique peut indiquer une tentative de limiter les dégâts, en évitant de transformer cet épisode en un facteur de division explicite. Cependant, dans les coulisses législatives, on constate une prise de conscience croissante que de nouveaux épisodes similaires pourraient se produire, en particulier si les instruments réglementaires continuent d'être utilisés par des groupes transversaux. D'un point de vue institutionnel, ce type d'articulation révèle une maturation du système législatif face au cycle d'instabilité. La Chambre des représentants, sous la pression des délais et des demandes simultanées, commence à utiliser son architecture réglementaire comme mécanisme de stabilisation,
contournant les impasses politiques par des procédures techniques. Le recours à la pétition de décharge, le traitement des vétos, la formation de majorités éventuelles. Tous ces éléments composent un tableau où la fonctionnalité prend le pas sur la fidélité programmatique. L'action des parlementaires républicains qui se sont publiquement prononcés contre l'inertie de la direction renforce ce diagnostic. Des députés tels que Brian Fitzpatrick, Don Bacon et d'autres ont adopté une rhétorique de responsabilité législative, exigeant des votes objectifs et rejetant la paralysie institutionnelle. Il ne s'agit pas nécessairement d'une opposition au président, mais d'une tentative de rétablir la logique de l'action parlementaire dans un contexte où l'image du parti est ternie par des crises internes successives. En observant les mouvements de la Chambre au cours des premiers jours de 2026, il est évident qu'une transition est en cours. La fragmentation du contrôle interne, l'avancement de projets bénéficiant d'un soutien croisé et l'absence de réponse unifiée de la part des dirigeants indiquent que la fidélité à Trump, bien que toujours importante, n'est plus suffisante pour bloquer les initiatives ayant un attrait local et une urgence administrative. Les parlementaires, sous la pression de leurs électeurs et des effets concrets des décisions fédérales, récupèrent progressivement les marges de manœuvre qui avaient été cédées au centre stratégique du parti. Dans ce nouvel arrangement, chaque vote acquiert une valeur symbolique accrue. Une éventuelle annulation des vétos présidentiels, même si elle se limite à des questions spécifiques, pourrait créer une jurisprudence politique pour de futures dissensions. La réactivation des instruments réglementaires par des groupes indépendants affaiblit la logique de contrôle vertical et pousse les dirigeants de la Chambre à redéfinir leur position. La chaîne continue de suivre ce processus de reconfiguration institutionnelle en temps réel, en accordant une attention particulière aux mouvements discrets qui précèdent les grandes ruptures. Dans un contexte où la politique s'articule de plus en plus autour de gestes indirects, l'importance d'une analyse continue et contextualisée devient encore plus évidente pour comprendre les enjeux au Congrès. Les opinions divergent quant à ce qui se passe exactement au sein de la Chambre des représentants, mais il apparaît de plus en plus clairement que les manœuvres autour des vétos présidentiels ont révélé une reconfiguration importante dans la dynamique interne du Parti républicain. Pour une partie des analystes, cet épisode peut être considéré comme un mouvement ponctuel, motivé par des pressions régionales spécifiques et par la nécessité d'éviter le blocage du calendrier législatif. Pour d'autres observateurs, cependant, il s'agit d'un signe plus général de l'affaiblissement de la capacité de Donald Trump à maintenir un contrôle total sur son groupe parlementaire, qui jusqu'à récemment adhérait presque automatiquement à ses positions, même lorsque celles-ci allaient à l'encontre des intérêts locaux ou des engagements pris précédemment auprès de l'électorat. Le débat se concentre désormais sur les limites institutionnelles de l'influence présidentielle sur un pouvoir conçu pour fonctionner de manière autonome. Il n'y a pas encore de consensus sur la nature du geste de la Chambre. Doit-il être interprété comme un accommodement tactique circonstanciel ou comme le début d'un processus de distanciation plus profond? Les parlementaires associés au noyau le plus aligné sur le Trumpisme cherchent à minimiser l'importance de cet épisode, affirmant que le parti reste uni autour de ses priorités structurelles. En revanche, les secteurs considérés comme plus modérés adoptent une rhétorique moins défensive et reconnaissent désormais comme légitime l'exercice de décisions indépendantes, même lorsque celles-ci ne coïncident pas avec les orientations émanant de Mar-a-Lago. Selon les informations disponibles, les députés républicains qui ont soutenu la prolongation des subventions prévues dans l'Affordable Care Act affirment que le maintien des avantages fédéraux représente une réponse pragmatique dans un contexte fiscal sensible. Ce raisonnement, bien que formulé en termes techniques, entre en tension avec l'opposition historique à la législation de la part des segments conservateurs. Ce que l'on observe dans ce scénario, c'est le remplacement progressif d'un discours idéologique par une posture orientée vers l'atténuation des risques électoraux. C'est dans ce déplacement subtil que deviennent perceptibles certains des signes les plus significatifs d'un changement d'orientation au sein de la base législative. Dans le même temps,
on constate l'usure progressive des instruments traditionnels de coercition politique. Le recours récurrent au veto comme mécanisme de pression ou de représailles, que ce soit contre des dissidents internes ou contre des communautés qui remettent en cause les programmes associés au gouvernement précédent, commence à rencontrer une résistance, non seulement dans le domaine juridique, mais aussi au sein même du pouvoir législatif. Le veto opposé au projet concernant la tribu Miccosukee, par exemple, a ravivé les questions sur les limites éthiques et constitutionnelles des décisions présidentielles qui ont un impact direct sur les droits collectifs reconnus par la loi. Même si le veto n'a pas été contesté judiciairement, sa motivation et le contexte politique dans lequel il a été appliqué ont relancé le débat sur l'utilisation stratégique de l'autorité présidentielle. Les analystes estiment que des épisodes de cette nature renforcent l'impression que la Chambre des représentants, même si elle opère dans un environnement de fragmentation politique, dispose encore de mécanismes capables de contenir les excès et de promouvoir un rééquilibrage entre les pouvoirs. Le recours à la procédure du consentement unanime pour permettre la révision des vétos indique que, lorsqu'il y a convergence transversale des intérêts, le règlement intérieur lui-même peut servir d'instrument de contention institutionnel. Il ne s'agit pas d'une rupture ouverte, mais d'un ajustement progressif. L'avancement de la mesure sans grande exposition publique suggère une tentative délibérée de préserver la stabilité formelle tout en redéfinissant discrètement les limites pratiques de l'influence extérieure. D'un point de vue stratégique, la question reste ouverte de savoir comment le président réagira face à la possibilité de voir ses vétos annulés avec le soutien des parlementaires du Parti républicain lui-même. Si ce scénario se concrétise, un précédent politique susceptible d'avoir des effets en chaîne sera établi. D'autres vétos, initiatives et décisions de l'exécutif pourraient être réévalués sur la base de critères législatifs plus autonomes, élargissant ainsi l'espace de négociation au sein de la Chambre. En revanche, ce mouvement pourrait provoquer une réponse plus rigide de la part des dirigeants alignés sur Trump, intensifiant la tension entre pragmatisme politique et loyauté idéologique au sein du groupe parlementaire. Les conséquences de ce processus restent indéfinies. L'annulation des vétos nécessite une majorité qualifiée tant à la Chambre qu'au Sénat. Même si certains projets ont été approuvés précédemment avec des marges significatives, rien ne garantit que le même niveau de soutien se maintiendra lors de la phase de réévaluation. Les parlementaires qui ont soutenu des mesures ponctuelles ou souscrites à des initiatives spécifiques peuvent être confrontés à des pressions régionales, partisanes ou électorales, modifiant ainsi l'équilibre initialement prévu. Le système politique reste donc en phase de test, et les prochains mouvements seront décisifs pour déterminer s'il s'agit d'un épisode isolé ou du début d'une tendance plus constante. Pendant que ce scénario se développe, d'autres questions très sensibles continuent de s'accumuler dans l'agenda législatif. Outre la discussion sur la prolongation des subventions de l'Affordable Care Act et l'analyse des vétos présidentiels, les projets de financement du gouvernement fédéral, le risque de paralysie administrative et les développements liés à la pétition sur la divulgation des dossiers Epstein restent en suspens. Chacune de ces questions a des implications immédiates et en même temps le potentiel d'exercer une pression supplémentaire sur les limites institutionnelles du Congrès. À mesure que ces agendas se chevauchent dans des délais serrés et dans un contexte de conflit interne, un scénario d'instabilité se consolide, dans lequel les décisions formelles masquent des conflits informels en cours. Une lecture attentive de ces processus exige de prêter attention à des signes moins évidents, tels que les votes symboliques, les modifications discrètes de l'ordre du jour, les absences stratégiquement calculées et les alliances provisoires. C'est à ce niveau d'observation que se révèle le véritable pouls de la politique institutionnelle des États-Unis d'Amérique. Non seulement dans les déclarations publiques, mais aussi dans les arrangements en coulisses qui précèdent chaque délibération formelle. Même si, jusqu'à présent, on n'observe pas de distanciation explicite de la direction de la Chambre par rapport au président,
les mouvements enregistrés depuis le début de l'année indiquent la formation progressive de nouveaux centres de gravité internes, dotés d'une autonomie relative et en expansion. La chaîne continue de suivre ces développements en mettant l'accent sur le contexte, la convergence institutionnelle et la lecture critique des mouvements en cours, sans perdre de vue que, dans le système politique des États-Unis d'Amérique, les transformations les plus importantes sont rarement annoncées de manière directe. Elles se construisent souvent à travers de petits déplacements accumulés tout au long du processus décisionnel.